Bonsoir. Merci d'avoir bravé les intempéries pour nous rejoindre ce soir. Deux annonces. La première concerne la tenue de la dernière conférence de l'année qui aura lieu le 4 décembre prochain, et vous apprendrez à distinguer les vrais gauchers des faux droitiers et vice-versa. Et également, comme Anne-Marie l'a annoncé il y a quelques instants, mais peut-être certains d'entre vous ne l'ont pas entendu, il nous reste quelques places, à savoir 4 ou 5, pour la visite guidée de l'aquarium qui aura lieu le 20 novembre prochain, qui est suivie d'une mini-conférence assurée par Agnès Roux sur des aspects de développement de petits organismes marins qui se rapprochent des vertébrés. Donc si vous souhaitez assister à cette visite guidée suivie de la mini-conférence, vous pouvez nous le faire savoir ici ou adresser un mail à l'adresse habituelle de l'association des amis du labo. Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Martine Devic, qui a rejoint l'Observatoire océanologique de Banyuls en 2018. Et comme à notre habitude ici, nous souhaitons mettre en avant les activités de recherche qui ont lieu sur notre site. Et donc c'était évidemment une opportunité unique de nous-mêmes d'ailleurs de découvrir une partie de vos activités présentes et passées. Martine. Donc Martine, vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous avez obtenu un doctorat de biologie évidemment à l'Institut botanique de l'Université de Strasbourg. Et après ça, j'ai l'impression que vous avez navigué, vogué au gré de vos activités scientifiques de labo en labo, en passant par l'Israël, le Royaume-Uni et puis Montpellier plus récemment, Perpignan. Et donc nous sommes heureux de vous accueillir dans nos murs du laboratoire d'océanographie microbienne depuis donc maintenant quelques. Et le fil conducteur de vos activités, de ce que je comprends, a été de comprendre les mécanismes de régulation des gènes chez les végétaux et également la diversité génétique chez les végétaux. Et nous allons, j'en suis certaine, comprendre beaucoup de secrets des graines qui nous paraissent si anodines mais qui pourtant sont si complexes. Merci Martine. Bon, merci beaucoup. Donc ce soir, je vais vous parler de la reproduction et du développement des graines. Et j'ai pas pu résister à mettre toutes ces photos en fait de fleurs. Mais moi, je ne travaille pas du tout là-dessus. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années sur la plante modèle Arabidopsis que vous voyez là. Donc c'est nettement moins glamour et bling-bling, mais c'est vraiment une plante qui est essentielle pour l'analyse génétique et la découverte des gènes. Donc elle est intéressante parce qu'elle fait partie de la famille des crucifères. Et en fait, il y a une cousine qui est très connue, c'est le colza, qui fait partie de la même famille. Donc on peut imaginer que toutes les informations qu'on aura sur Arabidopsis, on peut au moins les transférer sur le colza et d'autres plantes à intérêt agronomique. Donc quand on a commencé à travailler, on a eu le génome d'Arabidopsis qui était séquencé. En 2000, il avait 30 000 gènes. Donc ça fait beaucoup de gènes. Et quand on regarde quelle est la fonction des gènes, il n'y avait que 1000 gènes où on connaissait la fonction, où ça avait été démontré de manière expérimentale. Pour 16 000 gènes, on avait une petite information de fonction, ça peut être une enzyme, une activité enzymatique, mais on ne sait pas du tout ce que ça fait dans la cellule. Et pour 13 000 gènes, on n'a strictement aucune identité de fonction. Donc ce qui nous intéresse, la question qui m'intéressait, c'est de savoir comment se développe un embryon et comment se développe une graine. Et on ne peut pas utiliser juste le génome, c'est une base importante, mais en fin de compte, il faut arriver à identifier les gènes. Et ça se fait par l'analyse génétique. Donc je vais vous expliquer comment, pendant les 20 années, on a commencé petit à petit à isoler des gènes et quelles sont les techniques qui sont maintenant utilisées. Donc l'analyse génétique, c'est en fin de compte de regarder la morphologie des variants. Et donc l'apparence des variants est importante pour comprendre la fonction du gène dans la plante. Et la question qu'on se dit, c'est qu'est-ce qui se passe quand le gène va mal? Donc vous avez un petit dessin ici qui montre une plantule d'Arabidopsis que vous reconnaissez avec les deux premières feuilles, la tige et la racine. Cette plantule, vous la regardez, elle est normale. Donc si elle est normale, ça veut dire que dans son noyau, l'ADN est normal, il y a 5 chromosomes chez Arabidopsis. Si on voit une plantule qui est anormale, là, il lui manque en fin de compte la tige et la racine. Si elle est anormale, c'est que dans son noyau, dans l'ADN, il y a un gène qui est défectueux et qui ne marche pas. C'est le gène qu'on va appeler le gène X. Et dans la génétique, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre
quel est le gène X, d'identifier ce gène X, parce que ce gène X, il est responsable pour former la tige et la racine. Donc là, on a deux définitions en fin de compte du gène. Le gène, c'est une unité de base héréditaire qui porte un caractère et qui est transmis des parents à la progéniture. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ça peut être un caractère comme la couleur des fleurs, des pétales, comme la forme des feuilles, etc. C'est des caractères qui sont héréditaires. Mais le gène, c'est aussi un morceau d'ADN, une séquence d'ADN qui est portée par les chromosomes. Et ça, c'est l'ADN, le gène, une définition physique. Donc ce qu'on cherche à déterminer, c'est la fonction du gène X, parce qu'il est important dans le développement de la plante. Donc est-ce que certains gènes peuvent avoir des effets très importants dans la morphologie de la plante? Et ça, c'est l'exemple que j'ai pris à Georgetown. Vous avez Brassica oleracea, la plante sauvage qui est là, et toutes les plantes qui sont à côté, tous les légumes qui sont à côté, en fin de compte, c'est exactement la même espèce. C'est l'espèce Brassica oleracea, et juste quelques gènes ont été modifiés et sélectionnés par les agriculteurs pour faire toute cette variété de légumes qu'on a maintenant. Et Arabidopsis, en fin de compte, peut nous apprendre à comprendre comment on peut passer de Brassica oleracea au chou-fleur, par exemple. Donc, par l'analyse génétique, on a des variants qui font soit des fleurs normales, soit des fleurs anormales. C'est ce que vous voyez ici. Et en grand grossissement, en microscopie électronique, on arrive à voir ces petites fleurs qui forment cette forme-là. Donc cette forme-là, cette apparence, on a appelé ça cauliflower, puisque cauliflower, ça veut dire chou-fleur en anglais. Quand on est chez Arabidopsis, on a pu isoler des gènes, et on sait que le gène qu'on a isolé, on l'a appelé aussi cauliflower. S'il est actif dans la plante normale, avec un pétale à 1, on a une fleur normale. S'il est inactif, s'il est déficient, on va avoir cette espèce de chou-fleur. Ensuite, on a regardé qu'est-ce qui se passe dans le chou-fleur comestible, celui-là qu'on mange. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on a réussi à passer de cette plante-là à faire le chou-fleur en changeant juste la fonction d'un gène? Effectivement, on a retrouvé le gène cauliflower qui est déficient entre Oleocerat et le chou-fleur. Donc on voit bien que chez Arabidopsis, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le chou-fleur, et ça permet de comprendre comment on a réussi à faire un chou-fleur. Donc ça nous donne de l'enthousiasme pour dire comment est-ce qu'on fait un embryon, comment est-ce qu'on fait une graine. Donc tout commence par la fécondation. Donc Arabidopsis, c'est une fleur qui est hermaphrodite. Vous avez la photo ici, et ça c'est une photo en microscopie électronique à balayage. Hermaphrodite parce que vous voyez les étamines qui contrairent les grains de pollen, donc c'est les gamètes mâles, et le stigmate et le carpel, et là-dedans il y a les ovules qui sont les organes femelles, et tout ça c'est dans la même fleur, donc c'est la fleur hermaphrodite. Autogame parce que le pollen de la même fleur va féconder les ovules de la même fleur. Donc là vous avez un petit schéma qui explique comment on fait une ovule. Donc à l'intérieur des carpels, du fruit, on a les ovules. Les téguments sont verts et la graine la cellule qui est jaune, c'est en fait ce qui va donner l'ovule. Il y a différentes divisions cellulaires. Et chez les plantes, on arrive à quelque chose qu'on appelle le sac embryonnaire, assez complexe, mais il suffit de se souvenir de deux cellules. Cette cellule-là, on peut dire que c'est l'oocyte, et deux cellules centrales. Qu'est-ce qui se passe lors de la fécondation? Dans les anthères, on va voir le pollen qui va germer, c'est le tube que vous voyez ici, et qui va aller au niveau de l'ovule. On a chez les plantes quelque chose qui s'appelle la double fécondation. Le grain de pollen a deux noyaux. Le premier noyau qui va féconder l'ovule, donc ça fait un œuf, comme ovule spermatozoïde, c'est l'œuf qui va former l'embryon. Mais on a aussi deux noyaux ici, qui vont être fusionnés avec le deuxième noyau du pollen, et ça va former l'albumène, qui est le tissu nourricier qu'on pourrait comparer en fin de compte au placenta. Donc on se retrouve avec une graine qui est assez complexe génétiquement. Les téguments de la graine, c'est en fin de compte les téguments de l'ovule, ce que veut dire c'est que du matériel génétique maternel. L'embryon, c'est comme chez nous, moitié père, moitié mère, et le tissu nourricier, c'est 2 fois la mère et 1 fois le père.
Donc là, vous avez une photo pour le développement, en fin de compte, de la graine et le développement de l'embryon. Chez Arabidopsis, on appelle en fait compte ce fruit la cynique, mais en fait compte c'est comme la gousse des petits pois ou des haricots verts. On va avoir la gousse qui va grandir et qui contient des graines. À l'intérieur de ces graines, à l'intérieur des téguments, on a la cellule œuf qui a été fécondée, qui va se diviser et qui va former une espèce de plantule embryonnaire dont vous reconnaissez les deux premières feuilles, la tige et la racine. Et quand vous voyez tous ces schémas de division cellulaire, vous voyez que c'est très orchestré. Il y a parfois des grandes cellules qui sont formées, parfois des petites cellules, parfois la division est latérale, parfois verticale et parfois aussi tangentielle. Donc tout ce patron de division cellulaire est coordonné de manière génétique par des gènes. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est quels sont les gènes qui permettent de diriger ces divisions cellulaires d'une manière ordonnancée. Donc la problématique est simple, on a une seule cellule et on va avoir un être multicellulaire. Et pour ça, il faut que les cellules pour les plantes se positionnent à certains endroits et vont se différencier pour former les différents organes, les différents tissus. Donc la question qu'on se pose, c'est quels sont les gènes impliqués dans le plan d'organisation de la plantule. Et comme on avait déjà des informations sur ce qui se passe chez la drosophile, le modèle des animaux, est-ce que les mécanismes sont similaires entre les plantes et les animaux? Donc pour ça, on a fait des analyses génétiques, c'est-à-dire qu'on va chercher des variants et on va essayer d'identifier les gènes dans ces variants et ça nous permettra de comprendre comment se forme l'embryon. Et là, il y a eu deux courants, deux chercheurs importants, donc David Mankey, un Américain, qui lui a recherché les gènes embryonnétaux, et le deuxième chercheur allemand, Gerd Jürgen, qui lui a cherché les gènes impliqués dans les divisions très programmées de l'embryon. Donc je vais passer rapidement sur ces deux approches. Donc le crible de David Mankey était très simple. Je recherche les gènes embryonnétaux. Les gènes embryonnétaux, c'est quoi? C'est le produit de ce gène-là qui est essentiel au développement de la graine. Donc si ce gène est défectueux, je vais avoir une graine qui va avorter et mourir. Et c'est ce que vous voyez là. Ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre les gousses sous la loupe binoculaire et on voit des graines qui sont vertes. Donc ça, c'est des embryons qui sont développés jusqu'à maturité. Et des graines qui sont blanches. Ça, c'est des graines qui sont arrêtées dans le développement, un avortement. Donc le gène qui est déficient là est important pour le développement de la graine. On a fait ça sur des collections de mutants, des variants induits. Donc ça se fait sur environ 10 000, plus de 10 000 à 20 000 lignées. Donc pour chaque plante, on va ouvrir les siliques, on va regarder si on a des graines avortées ou pas. Et avec ça, on a réussi à trouver qu'il y avait environ 3 à 5% de toute la population qui présentait ce phénotype de gènes essentiels. Donc, si on connaît le génome d'Arabidopsis, on se dit qu'il y a 500 gènes essentiels au développement de la graine. Et là, on a un peu paradoxe, parce qu'on a une structure d'embryon qui est très simple. Vous imaginez qu'une plantule, vous avez vu, très peu d'organes, quelques feuilles, une tige et une racine. Ça n'a rien à voir avec un embryon humain. Et on se retrouve avec 500 gènes. Donc, on a beaucoup trop de gènes pour être juste impliqués dans le développement de l'embryon. Donc, on a réussi par la métagénèse d'insertion à identifier les gènes, ces gènes AMB, pas tous mais une bonne partie, et on se rend compte que ça code pour des gènes essentiels. Essentiels à la vie d'une cellule, en fin de compte c'est la base de la vie. Tous ces gènes codent pour des protéines qui sont importantes pour la replication de l'ADN, pour la formation des ribosomes, donc on va pouvoir faire des protéines, pour le transport des molécules d'une cellule à l'autre, etc. Donc ça c'est vraiment la base de la vie d'une cellule. Et si ces gènes sont déficients, on va avoir une graine qui va mourir. Donc ça fait beaucoup de gènes qui sont impliqués dans des tâches vraiment qui sont dans toutes les cellules. Mais parmi tous ces 500 gènes, on a quand même des gènes qui sont impliqués spécifiquement à certaines étapes du développement de la graine. Mais au moment où on a terminé ce crible, on a mis beaucoup plus de temps à les identifier. Et j'en parlerai après. Oui, ça c'est pas la deuxième approche, c'est pendant qu'on est en train de chercher, de sélectionner les gènes importants pour le développement de la graine, donc on ouvrait les gousses et on regardait les graines à l'intérieur.
Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'on a trouvé des plantes qui, au lieu d'avoir des graines qui sont toutes blanches, quand elles sont en début de développement, elles restent blanches, on se retrouve avec des graines qui sont toutes violettes. Et là, vous voyez le développement du normal, donc les graines sont plutôt blanches au début, et les graines du variant qu'on appelle Banyuls, qui sont roses et qui restent roses jusqu'à la fin. Et là, on n'a pas, comme la dernière fois, 75% de normal et 25% de normal, on a soit 100% normal, soit 100% rose. Donc ça nous indique qu'en fait, le tissu qui est touché dans la graine, c'est les teguments de la graine. Et là, vous avez une image de la graine avec l'embryon qui est là, au stade de très précoce, et on voit les 5 couches des teguments de la graine, et la plus interne, en fait, est rose. Donc ce gène, on l'a cloné, on l'a identifié, et c'est le gène qu'on appelait donc Banyuls, qui est ici, qui est impliqué dans la synthèse des tanins. Donc s'il y a le gène Banyuls, on va faire des tanins, et on aura des graines qui seront blanches. Si on n'a pas de gène Banyuls, on ne peut pas faire des tanins, donc on va voir dans l'autre voie de biosynthèse, et on va faire des anthocyanes. Et les anthocyanes, c'est entre autres ceux qu'on a dans la couleur, ceux qui donnent la couleur des pétales. Donc il y a différents types de couleurs d'anthocyanes, mais là c'est du rose. Donc la deuxième approche génétique, elle est un peu plus complexe, c'est par Gert Jurgens, qui est en fait compte de comprendre la formation du plan d'organisation de la plantule et comment ces divisions sont excessivement ordonnées. Donc pour ça, il faut conceptualiser en fait le développement de la plantule. Et là, vous avez un dessin qui est en fait une plantule embryonnaire où on voit de nouveau les 2 premières feuilles, cet endroit-là qui va faire toutes les nouvelles feuilles qui vont sortir, la tige et la racine. Et comme on a suivi toutes les divisions cellulaires, on peut arriver à voir d'après la couleur que les 2 cellules du haut vont se diviser et former les 2 premières feuilles et le méristème. Les 2 cellules du bas vont former cette partie-là qui est en fait la tige, et la cellule ici va former en fin de compte la racine. Donc on se retrouve avec un embryon qui est très simple, il y a juste 3 blocs qui forment cet embryon. Donc ça c'est une simplification et une conceptualisation en fait du développement de l'embryon. Donc ça, c'est issu en fin de compte de ce qu'on savait déjà chez la drosophile. Au moment où on a commencé à étudier l'embryogénèse des plantes, on avait déjà le modèle de la drosophile, qui est ce modèle avec des segments et des gènes homéotiques qui sont importants pour l'identité des segments. Donc on a d'abord une larve qui va donner ensuite une mouche. Cette larve est segmentée et chaque segment va former, on sait déjà, par exemple ce segment va former une patte, l'autre segment à côté va former une aile. Pour que ce segment forme une patte, il faut un gène particulier qui va, s'il est exprimé dans le bon segment, former une patte. S'il est déficient, il n'y a pas de patte. S'il est exprimé dans un segment dans lequel il ne devrait pas être, on aura en fait une patte, là il ne devrait pas y en avoir. Et ça c'est la célèbre mutation Antennia-pedia de la drosophile, où vous voyez les 2 antennes qui sont ici, et là il y a eu une expression à un mauvais endroit du gène pour les pattes, et on se retrouve avec une drosophile qui a la patte à la part des antennes. Donc ça c'est le modèle des gènes homéotiques, et quand on a étudié le développement floral, on s'est rendu compte qu'on a exactement le même modèle. On n'a pas des segments, mais on a des espèces de corolles. Donc la corolle extérieure d'une fleur, c'est en fait des petites parties vertes, c'est les sépales. On a une deuxième corolle qui est la corolle des pétales, donc c'est la partie qui est colorée des fleurs. Et ensuite, on a les organes mâles et les organes femelles. Donc on a 4 corolles qui sont en fin de compte organisées comme les segments de la drosophile. Si on a dans chaque organe des gènes spécifiques. Par exemple, le gène de classe C est exprimé à la fois dans les antennes et à la fois dans les carpelles, donc dans les plantes, dans les organes reproducteurs. Si je n'ai plus de gène C, je vais transformer les antennes et les carpelles en sépales et en pétales.
Ça, c'est en fin de compte le modèle qui a aussi été utilisé pour la mutation cauliflower que j'avais exprimée avant. Donc, est-ce qu'on a ce même genre de modèle pour le développement d'embryons? Donc, Scafegert, il a regardé environ dans les 6000 plantules, et dans ces 6000 plantules, on se retrouve, dans une mutagénèse induite chimiquement, on se retrouve avec des plantules normales, donc ça ne nous intéresse pas, et on se retrouve avec quelques centaines de plantules qui sont anormales. Et ces plantules anormales, on va les catégoriser en fonction des modules, des briques qui leur manquent. Donc le normal a les 3 briques que vous voyez là, et par exemple pour le variant Monopteros, on perd les 2 briques du bas. Donc ça, c'est la manière de catégoriser tous ces mutants-là. Et donc si dans Monopteros, on n'a pas les 2 briques du bas, ça veut dire que le gène Monopteros est important pour la formation de la tige et de la racine. Donc en faisant cette analyse génétique, il a aussi mis un autre critère. Comme pour la mouche, on a une larve, on voit les segments, et on va faire une mouche, et on sait très bien quel segment va donner quelle partie de l'animal. Pour l'embryon de la graine, on a un embryon au stade triangulaire, qui est à l'intérieur de la graine. Quand ça va germer, on a une plantule qui est comme ça, les 2 feuilles, la tige et la racine. Si on a un embryon qui est anormal, on a une plantule qui est anormale. Donc en fait, au lieu de regarder comme on avait fait avant pour les jeunes ambres, d'ouvrir toutes les gousses et de regarder les graines, on a regardé en germination, sur une boîte de pétri en germination. Et on a cherché donc toutes les plantules qui étaient anormales. En faisant ça, on va éliminer tous les gènes qui sont essentiels à la formation de la graine, et on va garder ceux qui seraient potentiellement impliqués dans le plan d'organisation des plantules. Donc, c'est ce que je dis. On a eu un concept où on a décrit l'embryon simplement avec juste 3 briques différentes qui fait le plan d'organisation de l'embryon. Et on a sélectionné en germination, donc directement, on devrait éliminer tous les gènes essentiels qu'on a vus dans le crible précédent. Et en faisant ça, on arrive à environ 10 à 30 gènes qui seraient impliqués dans la formation de la plantule. Et ça, c'est un nombre raisonnable. Donc on a, par différents moyens, identifié ces gènes-là, et on s'est rendu compte qu'on retrouve de nouveau des gènes essentiels, et on retrouve des gènes qui sont exprimés un petit peu partout, et pas spécifiquement dans la graine. Donc à la fin de ce crible-là, on avait identifié des gènes, mais on n'a pas réussi à construire un modèle comme pour la drosophile avec les segments, des gènes impliqués vraiment dans les segments, ni comme pour la fleur. Donc on a mis beaucoup plus de temps à comprendre en fait compte quelle est la fonction de ces gènes-là. Et ce qui a un peu débloqué la structuration en fait compte de l'embryon, c'est une phytohormone qu'on appelle l'auxine, qui est impliquée dans tout le développement en fait compte de la plante. Alors l'auxine, ça est synthétisé par beaucoup de cellules, mais en fin de compte, au cours de l'embryogenèse, on a des molécules qui sont des transporteurs, qu'on appelle PIN. Donc c'est des molécules qui sont dans les membranes, à la frontière entre 2 cellules, et qui vont transporter l'auxine d'une cellule à une autre. Et selon la position de la protéine du transporteur, on va aller dans ce sens-là, ou on va aller dans les autres sens. Donc avec ces protéines transporteurs, qui transportent l'auxine d'une cellule à l'autre, on va avoir des endroits en vert où il y a beaucoup d'auxine, et des endroits où il n'y en a pas. Et quand on arrive ici, au stade triangulaire, qui est vraiment là où on reconnaît déjà les organes qui vont être formés, on a de l'auxine, là on va faire de la racine, et on a de l'auxine, là on va faire les 2 cotylédons. Donc sur ce schéma, on a pu ressortir les gènes qu'on avait identifiés dans les cribles précédents, mais qu'on n'arrivait pas à savoir très bien où est-ce qu'on va les positionner là-dessus. Et là par exemple, vous avez l'exemple de Monopteros. Donc c'est celui-là qui ne fait pas les parties de tige et de racine. C'est un facteur de transcription qui est sensible à l'auxine. Donc là où vous trouvez le Monopteros, c'est ici, parce que c'est là où il y a de l'auxine. Et au cours de l'embryogenèse, l'auxine se déplace, et on retrouve plus d'auxine au centre, et on va trouver Monopteros. Et Monopteros est impliqué pour le tissu vasculaire, qui est dans la tige, et pour le méristème racinaire, qui est ici. Donc on arrive à comprendre maintenant pourquoi quand Monopteros n'est pas actif, on va se retrouver
avec une plantule qui a juste les feuilles, mais qui n'a pas la tige et la racine. Dans ce modèle, on a pu mettre un autre mutant qu'on avait caractérisé avant, comme le mutant AMP30. Donc c'est des gènes absolument essentiels au développement de la graine. Donc si on voit juste une graine qui crève, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Mais là, on s'est rendu compte que ce gène-là est impliqué pour que le transporteur soit au bon endroit, et donc que l'oxyde soit au bon endroit. Donc ça, c'est juste deux exemples qui montrent que tous les gènes qu'on a caractérisés avant, qu'on avait du mal à l'intégrer dans un modèle de développement de l'embryon de la plantule, on arrive maintenant à le mettre sur ce modèle-là, et on se rend compte qu'il y a énormément de gènes qui sont impliqués dans la formation de l'embryon. On a à présent une compréhension excessivement fine du développement de l'embryon, mais ça a pris du temps, et ce n'est pas tout à fait le modèle homéotique de la drosophile. Donc où est-ce qu'on en est? On n'en est pas très loin, on est arrivé juste à la première étape du développement de la graine, et quand on arrive donc au stade triangulaire de l'embryon est formé. On a déjà potentiellement tous les organes qui sont là, qui vont se développer un petit peu plus tard lors de la germination. Mais on a quand même deux phases là, qui prennent beaucoup de temps, et on se demande à quoi ça peut servir. Ce qu'on a vu, en fait, compte des variants naturels, comme par exemple ici, vous avez des graines qui germent déjà dans la mousse. Et vous avez sans doute déjà vu des épis de maïs où on voit une graine qui germe sur l'épi de maïs. Et ça, c'est en fin de compte ce qu'on appelle le chemin vivipare. On peut passer du stade embryonnaire directement au stade de germination sans passer par ces deux étapes qui sont en fin de compte de faire une graine sèche. Et c'est parce qu'en fait, à ce stade-là, on a déjà tous les organes en place. Si on prend ces plantules-là et qu'on les met en terre, dans un milieu nutritif d'abord, on se rend compte qu'on fait des plantules tout à fait normales. Il n'y a strictement aucune déficience dans la formation des feuilles, dans l'architecture de la plantule. Donc on a déjà, en point de vue développement, qu'on passe de là à là, tout est absolument normal. Donc à quoi servent ces deux autres phases? Si on est dans un milieu naturel, ces plantes-là vont sans doute pas se développer parce qu'elles n'ont pas de réserve. Donc les deux phases qui sont insérées dans le processus développemental, c'est la maturation de la graine et l'embryogèse tardive. Donc dans la maturation de la graine, qu'est-ce qu'on fait surtout? On synthétise des réserves. Et les réserves, c'est les carbohydrates, les protéines et les lipides. Donc ça, toutes les graines font ça, mais ils ne font pas ça dans les mêmes proportions. Donc là, vous avez quelques exemples de réserves de la graine. Donc le colza, c'est pratiquement la même chose que chez Arabidopsis. On a beaucoup de protéines, beaucoup de lipides et très peu de carbohydrates d'amidon. Donc ça s'appelle des graines protéo-oléagineuses. Dans le petit pois, on a beaucoup de protéines, très peu de lipides et un peu de glucides. Et dans les céréales, comme le maïs, on va se retrouver avec principalement des glucides sous forme d'amidon, des protéines et des lipides. Donc on connaît, donc tout ça, c'est très important pour la nutrition animale et humaine, mais vous imaginez bien que la graine n'a pas fait ça pour nous. En fait, c'est important pour elle, pour arriver à avoir en fait de l'énergie lors de la germination. Donc ces réserves sont pour l'embryon d'être métabolisées lors de la germination pour pouvoir donner de l'énergie aux cellules. La dernière partie, c'est l'embryogène tardive. Donc là, on va avoir une dessiccation de la graine. Chez Arabidopsis, on va arriver jusqu'à 90% du partout d'eau. Donc vous imaginez, dans une cellule, il reste 10% d'eau. C'est vraiment très très peu. Et pour arriver à préserver la structure de cette cellule, on a l'accumulation de LEA, late embryogénèse abondant de protéines, qui en partie sont capables de maintenir l'intégrité de la cellule. Et on a une deuxième phase de développement qui est la dormance. La dormance, ça va être un arrêt de la croissance, une perte de la chlorophylle, et aussi on arrive donc dans un stade quiescent. Et on a besoin de ces deux phases pour la dessiccation et la dormance pour la dissémination des graines. Et la dormance, c'est surtout important
pour comprendre, pour sentir en fait compte l'environnement et la photopériode. Donc, si vous imaginez ce qui se passe dans nos régions tempérées, on va voir une plante qui va germer et pousser au mois de juillet-août, et quand on arrive en août, on a des graines sèches. Ces graines sèches, il ne faut pas qu'elles commencent à germer, même s'il fait des conditions très bonnes entre septembre et octobre, parce que sinon les plantules vont se retrouver en décembre dans le froid et vont crever. Donc la dormance, ça permet aux graines d'attendre des conditions favorables pour germer en des moments de la saison qui sont favorables. Et dans nos régions, on a besoin en général d'une période de froid, c'est-à-dire de l'hiver, pour que les graines puissent germer quand elles vont être dans de bonnes conditions. Donc ces deux étapes sont essentielles pour la viabilité de la graine, mais au niveau développemental, donc les organes étaient déjà formés beaucoup plus tôt. Donc par analyse génétique, on a aussi cherché des mutants qui sont responsables, en fin de compte, du contrôle de cette période-là. Accumuler des réserves, la dessiccation et la dormance, et aussi maintenir un état embryonnaire de l'embryon pour pas que ça germe. Et on a trouvé des gènes qu'on appelle AFL pour ABI3, LEC et FUSCA3, qui sont des régulateurs majeurs de ces deux périodes. Donc dans ces mutants-là, par exemple dans ABI3, vous voyez qu'ils sont verts, donc on n'a pas eu de dégradation de la chlorophylle. Vous voyez ici quelque chose de blanc qui est en fait une racine, ça veut dire qu'ils sont capables de germer à l'intérieur de la graine. Et ces trois mutants, ou ces trois gènes, ont aussi une importance pour l'accumulation des réserves. Donc on a moins de réserves, on est intolérant à la dessiccation, ce qui veut dire que quand la graine est sèche, ces graines vont être mortes. Donc c'est ce qu'on avait appelé avant des embryons létaux. C'est des gènes qui sont absolument nécessaires à la viabilité de la graine mais qui impactent les deux périodes de maturation et de dessiccation. Donc les graines, c'est important pour la nutrition, c'est important pour la plante elle-même, donc de pouvoir rester et attendre des bonnes conditions. Ça peut donc durer cette longévité quelques mois, mais en général ça dure entre 4 à 5 ans pour toutes les plantes quand on met juste les sachets de graines dans un mois. On peut les garder beaucoup plus longtemps parce qu'en fait, quand les graines, pour les agriculteurs ça s'appelle plutôt des semences, c'est quand même un patrimoine mondial de l'humanité. Toutes les cultures qui sont vivrières, c'est de la domestication et de l'amélioration des plantes qui a été faite depuis plusieurs centaines d'années, voire des milliers d'années. Donc il est très important de les conserver, et on peut les conserver dans certaines conditions, plusieurs centaines d'années en théorie, si on les met dans des humidités et aussi dans des températures très basses. Donc il existe plusieurs réserves mondiales de semences, dont une au Svalbard, puisque là, on peut les mener dans le permafrost, on est sous la terre, et on peut les conserver avec moins d'énergie à des températures très basses. Donc on les conserve contre les changements climatiques, les tremblements de terre et les dérèglements qu'on peut avoir, mais aussi contre les activités humaines, comme par exemple les guerres. Donc c'est une moyen de les conserver, et c'est très important. Donc la conclusion de cette première partie, c'est que l'embryon est effectivement très simple. Il y a juste 3 organes, il y a aussi 3 tissus. Il n'y a pas d'organes reproducteurs, donc c'est différent des animaux. Les organes reproducteurs, les fleurs, vont être exprimés après la germination. Et on a 2 phases insérées, qui sont des caractères évolutifs qui permettent la dissémination des graines et d'attendre la bonne saison pour germer. Qu'est-ce que ça a apporté, cette analyse génétique? Au début, je vous disais, il y avait seulement 1000 gènes dont on connaissait la fonction. En prenant l'analyse génétique de tout le développement de la plante, on arrive maintenant à plus de 6000 gènes dont on connaît la fonction de manière expérimentale. David Menke a bien travaillé, il est allé jusqu'au bout, il a identifié jusqu'en maintenant en 2019 510 gènes qui sont embryons létaux, donc qui sont absolument nécessaires, essentiels au développement des graines et certains essentiels au développement de la cellule. On a montré aussi le rôle de l'auxine, de certains facteurs de transcription,
des petits ARN, de l'épigénétique, tout ça dans le développement de l'embryon. Donc on se trouve avec les 20 dernières années un modèle excessivement précis du développement de l'embryon et de la graine. Mais en fait, l'analyse génétique a quand même des limites, parce qu'il faut que le gène soit unique. C'est comme si vous êtes dans une voiture, vous avez un pneu qui crève, si vous n'avez pas de secours, vous n'allez plus au loin. Donc un seul gène, ça fait effectivement un effet important. Si on a deux gènes, on n'aura sans doute pas de phénotype apparent. Mais même, on a aussi poussé, toutes les pertes de fonction des gènes ne font pas forcément un phénotype, une apparence anormale, parce qu'on fait pousser les plantes dans des conditions absolument parfaites. On n'est pas du tout dans des conditions naturelles, où il y a des variations de température ou d'humidité. On reste dans des conditions de laboratoire, qui fait que dans ces conditions-là, on a seulement 15% de perte de fonction des gènes qui vont faire un phénotype qui est une apparence qui est anormale. Donc ce qu'on a cherché ces 10 dernières années, en fait, c'est de trouver des pertes de fonction qui ne soient pas si fortes que ça et qui soient plus naturelles. Donc on a recherché de la variation génétique naturelle et des chercheurs sont allés se balader dans le monde pour isoler des Arabidopsis du monde entier. Et avec ça, on a la diversité génétique naturelle d'Arabidopsis dans le monde. Donc là, on va essayer maintenant d'isoler ces gènes-là, qui ne sont pas des pertes de fonction totale, mais qui sont des adaptations de la plante à son environnement. Et il y a deux méthodes. Une méthode qui a été faite il y a beaucoup plus longtemps, c'est les QTL, Quantitative Tretinocyte, et une qui est très récente et qui s'appelle maintenant Genome-Wide Association Studies. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Donc, je vais un exemple de l'identification du gène DOG1. Donc, DOG1, ça n'a rien à voir avec les chiens. C'est que quand on fait de la génétique, vous avez vu, on va ouvrir des milliers de gousses, on va compter des milliers de graines, et il faut bien qu'on s'amuse un peu, donc on s'amuse quand on nomme le mutant, comme Banyuls ou comme DOG1. Donc, DOG1, c'est pour Delay of Germination 1. Et ça, c'est fait avec des accessions, des isolats d'Arabidopsis de différentes régions. On a celui-là, ce parent-là, qui est dans les mêmes conditions climatiques à peu près que chez nous en France. Les graines sont très dormantes, ce qui veut dire qu'il faut vraiment une période de froid prolongée pour que les graines puissent germer. On a un deuxième Arabidopsis qui lui vient des Cape Verde Islands, qui est donc les îles du Cap Vert. C'est pas la même température, c'est pas le même climat. Et là, les graines sont peu dormantes, une petite période, ça suffit pour que ça puisse germer. Donc on fait un croisement, on fait un hybride F1, et on a donc 50% du père, 50% de la mère. Et quand on passe à la deuxième génération, par les crossing over, on va avoir tous les génomes qui sont mélangés. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est quelle est la plus petite partie de Cap Vert qui, quand elle est là-dedans, va faire que la graine va devenir peu dormante. Et en faisant ça, on a isolé donc le gène DOG1, qui est très important dans la qualité des semences et la dormance, et qui n'intervient en fait que dans la période de dormance et pas dans la période d'accumulation des réserves. On peut faire autrement pour isoler les gènes, et ça c'est Genome-Wide Association Study, donc ça c'est une étude qui est très très récente, et donc sur le mucilage des graines. Donc les graines sèches, pour les faire germer, on va les imbiber, on va les mettre dans l'eau. Quand on les met dans l'eau, en fin de compte, elles vont sécréter du mucilage, qui est une espèce de mucus, une espèce de complexe de polysaccharides de sucre très très complexe. Ce mucilage est évidemment transparent, mais on peut le colorer en rouge, comme vous voyez là, et on peut le regarder aussi en microscopie en épifluorescence, et là on voit des couleurs, et on voit qu'il y a une composition assez compliquée de ce mucilage. Donc là, on a pris, cette fois-ci pas deux accessions d'Arabidopsis d'endroits différents, on en a pris 300. Donc on a récupéré les graines de ces 300 accessions qu'on retrouve dans le monde, et on les a mis dans deux catégories. Est-ce que les graines sont de ce type-là, ou est-ce que les graines sont de ce type-là? Donc on a deux apparences de graines, c'est normal, c'est simplement une adaptation à l'environnement.
Et on a aussi les 300 plantes. Sur ces 300 plantes, on a séquencé le génome des 300 plantes. Donc chaque plante a son génome particulier et il va y avoir des variations dans les gènes et dans les protéines. Et en croisant en fin de compte les génomes qui présentent des graines, qui sont des plantes qui présentent ce type-là ou ce type-là, on réussit simplement par l'informatique à isoler du gène. Et là, on a isolé un gène qui s'appelle mucilage related 70, qui est impliqué dans la synthèse de ce sucre qui est très complexe. Donc ça s'est fait d'une manière très très rapide par informatique. Encore plus simple, on peut faire même isoler des gènes impliqués dans l'environnement sans avoir la même expérience à faire. Ce qu'on a, on a pareil, plusieurs centaines d'Arabidopsis qui sont isolés du monde entier. Puis là, vous avez juste en Europe. Chaque petit point, c'est une Arabidopsis qui a été isolée. On a aussi séquencé le génome entier de ces Arabidopsis. Donc on a la liste de tous les variants qu'il y a dans chaque plante, selon son endroit où elle a été prélevée. Et ce qu'on sait aussi, à chaque endroit où on a prélevé une plante, on connaît exactement les conditions climatiques annuelles dans lesquelles vit cette plante-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut croiser tous les variants qui existent dans les génomes avec les conditions climatiques. Et là, dans ce papier-là, dans cet article-là, ils ont en fait sélectionné les variants qu'on va trouver que dans les plantes qui poussent au froid et le variant qu'on trouve que dans les plantes où l'hiver est moins froid. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est la température la plus basse en fin de compte de l'année. Donc là, on a des hivers froids et là, on a des hivers tempérés. Et on a un gène qui s'appelle AGG3 qui, quand les plantes sont dans les régions froides, on va avoir une protéine de type T. Quand les plantes poussent dans des régions tempérées, on a une protéine de type C. Et c'est ce que vous voyez sur cette carte. Quand c'est bleu, c'est tempéré, c'est la protéine type C. Quand c'est rouge, c'est les régions très froides, on a les protéines de type T. Et par Arabidopsis, on a pu prendre une Arabidopsis qui a une protéine de type C, changer uniquement cette protéine-là et la mettre en protéine T. Et quand on les met à basse température, cette plante montre la sénescence des feuilles brunes, donc elle n'est pas contente à basse température. Tandis que celle-là, elle pousse très bien à basse température. Donc on a découvert un gène qui est impliqué dans l'adaptation au froid en ayant deux formes. Donc ça vous montre toutes les techniques en fin de compte que j'ai expliquées dans mon exposé. Du début, où pour les gènes ambre, on a sélectionné donc en disséquant des dizaines de milliers de siliques. On n'a pas beaucoup d'informatique, c'était beaucoup de travail en laboratoire, un petit peu d'informatique. C'était des variants qui étaient faits par des inductions soit chimiques, soit physiques, soit génétiques, donc des pertes de fonction totales. Et on a quand même, ça a aidé à identifier je dirais, un millier de gènes dans le développement de la graine. Ensuite, on est passé à des variants naturels. Par le QTL, donc c'est l'exemple de Dog1, on a très peu d'ordinateurs, on a encore beaucoup d'expériences en laboratoire. Par contre, quand on arrive au Genome-Wide Association Study, pour le mucilage, donc le mucus de la graine, on a 50% qui est de l'expérimentation et 50% qui n'est que de l'informatique. Et la dernière partie, pour isoler le gène AGG3 appliqué dans l'adaptation au froid, on n'a que de l'informatique. On a croisé des informations climatiques avec des variations dans le génome et on a découvert l'importance de AGG3, ces deux types pour l'adaptation au froid. Et tout ça, c'est aussi concomitant avec l'évolution du séquençage. Au début, on avait péniblement séquencé un génome. Maintenant, dans Arabidopsis, on a 1135 génomes d'Arabidopsis qui existent. Et c'est avec cette base de données-là qu'on peut arriver maintenant à étudier des gènes qui sont impliqués dans l'adaptation des plantes à leur milieu et à leur environnement. Donc, à quoi ça sert tout ça? Ça sert d'abord à comprendre, d'une manière, c'est important de comprendre comment ça marche, comment d'une cellule on arrive à faire des tissus, à faire un embryon et à faire une graine. Mais aussi, on peut
une fois qu'on a cette connaissance de l'arabidopsis, on peut le transférer aux autres plantes. Donc ça, c'est juste quelques exemples. On cherche des gènes similaires dans d'autres espèces. Donc le gène Banyuls et les autres gènes appliqués dans la biosynthèse des anthocyanes et des tanins. Donc l'anthocyane, ça fait la couleur des graines, ça fait aussi la couleur du pétale, c'est aussi des antioxydants. On a trouvé ça dans le colza. Donc dans le colza, c'est intéressant d'avoir des graines qui n'ont pas des téguments qui sont foncés, sinon ça fait une huile qui est de mauvaise qualité. On a trouvé ça aussi dans la vigne, donc Banyuls revient dans la vigne, le cacao et la lucerne, mais il y a plein d'autres espèces comme ça. Et maintenant, on a cette information-là, on sait quelle est la fonction du gène Norabidopsis et on peut travailler dans ces plantes d'intérêt économique. Pour les AFL, donc c'était AB3 jusqu'à 3 LEC2, qui sont des gènes AMB. Ils sont impliqués, on peut les utiliser dans l'aborigènèse somatique, c'est-à-dire qu'on peut multiplier les plantes alimentiques. Ils sont impliqués aussi dans le rendement des réserves, et une de leurs cibles qu'on a découvert plus tard est importante dans le rendement lumineux. Donc on le trouve dans le colza, la carotte, le tournesol, le pomme de terre, etc., dans tout un tas de plantes à partir de l'Arabidopsis. Donc on trouve même donc, du riz et du blé qui sont des céréales, des monocotylédones, donc c'est un modèle en fait pour pratiquement toutes les plantes. On a aussi Dog1, qui est un marqueur de la qualité des semences, de la dormance en fonction de l'environnement. Donc on le trouve dans le chou, le cresson, le nez, etc. Donc vous voyez très bien que ce qu'on a pu faire chez Arabidopsis, on ne pouvait pas le faire ces plantes cultivées. Par contre, ce qui a changé, c'est que Arabidopsis n'est plus le seul modèle. Il y a le modèle du riz, qui est plus favorable en fin de compte pour les céréales. Et dans le riz, on a maintenant séquencé plus de 3000 génomes d'accession de par le banc. Donc on peut faire les mêmes études en GMOs dans le riz. Et finalement, je n'ai pas vraiment parlé de mon travail, un petit peu quand même. Moi, j'ai surtout travaillé sur les embryons métaux à Perpignan. Donc je voulais quand même remercier le laboratoire de Perpignan, qui s'appelle maintenant Génome et Développement des Plantes, mais quand j'ai commencé, ça s'appelait autrement, je ne sais plus, avec Michel Dessini, donc directeur. Et une mention quand même pour Sylvie Albert, puisque c'est l'étudiante avec laquelle j'ai isolé le gène, nous avons isolé ensemble le gène Banyuls, et c'est grâce à l'abscus lingué de Sylvie que le gène s'appelle comme ça. David Mandy, donc, qui a travaillé sur les ambes et qui m'avait accueilli dans son laboratoire pendant 15 jours pour m'expliquer toute la génétique des graines, c'est pas si évident que ça. Arriver à disséquer, parce que c'est tout petit, faire des croisements d'Arabidopsis quand la fleur est petite comme ça, c'est pas facile non plus. Gerd Jurgens à Tübingen, avec qui on avait un projet européen, et qui est vraiment un penseur qui a travaillé d'abord sur la drosophile, donc toute la conception et les mécanismes de développement, il a participé. L'INRA de Versailles, parce qu'on a fait les gènes qu'on a isolés sont en partie de la collection de mutants d'insertion de Versailles, créée par Georges Pelletier et Michel Caboche. Et avec Michel Dessini, les trois ont vraiment été très importants en France pour développer le modèle Arabidopsis en France. Et Loïc de Pignec, avec qui on s'est partagé des gènes embryonnaires. Et je vous remercie de votre attention. Vous nous parlez donc de mutants, donc c'est créé par l'homme, hein, les mutants, en faisant des variations génétiques, et vous nous parlez de clonage. À quel moment le clonage apparaît? Le clonage du gène, parce qu'on peut cloner des lignées. Le clonage du gène, en fait, il y a différentes manières de... Dans la première partie, qui est les mutants d'insertion, on a inséré une molécule, donc la DNT, et donc, pour identifier ce gène-là, on peut utiliser des séquences de la DNT pour arriver à où ça se trouve dans le génome. Donc ça, c'est l'identification du gène, et donc on va sortir ce gène-là, c'est le clonage. Pour les autres méthodes, ça se fait par croisement avec des marqueurs, et on arrive à comprendre, en fait, en prenant on a pris deux parents différents, donc il y a des variations dans le génome des deux parents, et on arrive à faire des marqueurs qui soient d'un parent uniquement et pas dans l'autre, et en faisant ça, dans la F2, on arrive à comprendre avec des régions qui apparaissent un parent dans toutes les mais en fait, on peut faire ça avec des marqueurs, on peut faire ça avec des molécules d'insertion gluténienne. Et ça, le clonage, en fait, c'est identifier le gène responsable de la mutation.
Peut-être que... Oui, je ne sais pas. Vous voulez peut-être expliquer? On m'avait dit que maintenant, par exemple, quand on veut planter des vignes, c'est cloné, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'hermaphrodisme. Ah non, cloner dans ce c'est pas la C'est la plante elle-même, quoi. Non, c'est pas la même définition. Le clonage du gène, c'est que on sort le gène et on le mettait dans un plasmide et on peut l'amplifier et c'est identifier un gène. C'est pas du tout le clonage de reproduire des plantes identiques. C'est pas du tout c'est le même mot, mais c'est pas la même définition. Quand on clone un gène, c'est qu'on identifie un gène. Mais c'est pas reproduire la plante de manière clonale. Donc c'est pour ça qu'en général j'ai identifié, mais c'est pas. Mais dans notre vocabulaire, on appelle cloner un gène. Mais cloner un gène, c'est pas reproduire une plante identique. D'autres questions? Qui a une question? Est-ce que l'application directe de vos travaux, ça débouche sur des OGM? Pas forcément. Pas forcément. Moi je suis au CNRS, donc c'est comprendre comment les mécanismes marchent. Une fois qu'on a identifié des gènes, c'est public et tout le monde peut avoir accès à ça. Donc toutes les compagnies semencières, s'ils sont intéressés par ça, ils peuvent avoir accès aux gènes. Qu'est-ce qu'on fait avec ce gène-là? On peut l'utiliser comme marqueur pour la sélection, donc on n'est pas obligé de faire des OGM pour améliorer les plantes avec les connaissances qu'on a là. On peut faire des croisements entre différentes espèces et on sait que quand on a ce type de gène, ça va être favorable et donc dans la descendance, on peut le cribler avant d'avoir la plante qui a poussé et qui a fait son rendement. Donc on n'est pas obligé de faire ça. Par exemple, j'ai une collègue qui avait trouvé des marqueurs donc pour le palmier dattier. Donc il y a des plantes qui sont mâles, des plantes qui sont femelles. Et donc on a réussi à trouver un marqueur qui dit ça va être une plante mâle et une plante femelle avant même que la plante grandisse. Donc déjà au niveau petite feuille, on peut savoir si la plante va être mâle ou femelle. Donc on peut utiliser ce genre d'informations de gènes pour sélectionner après dans l'amélioration des plantes. On n'est pas obligé de faire des OGM pour utiliser ça. On peut faire de la sélection, mais ça aide à la sélection. Mais après, on peut faire des OGM, effectivement. C'est ce qui s'est fait. Et les OGM, ça pousse aux États-Unis et au Canada pour avoir des plantes résistantes aux herbicides ou qui feront un meilleur rendement. Donc ça peut se faire. Mais on peut utiliser quand même des informations pour faire autre chose que des OGM. Moi, une question très basique. Je suis super étonnée que le modèle de développement de l'embryon d'une graine soit, si j'ai bien compris, comparable à celui d'animaux, en tout cas de la drosophile. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a particulièrement étonné ou à quoi vous vous attendiez? Est-ce que c'est pas une révélation très importante, ça? Ou est-ce que c'était déjà connu dans d'autres contextes En fait, le développement de l'embryon, on n'a pas le même développement que de l'embryon des plantes. C'est pas le même modèle que la drosophile, avec les segments, avec des gènes impliqués dans l'identité des segments. Donc on s'attendait à trouver le modèle drosophile et le modèle fleur qu'on n'a pas trouvé pour l'embryon des plantes. Donc ça, c'était peut-être un peu étonnant. Et la manière dont est régulé le développement de l'embryon des plantes, c'est beaucoup plus complexe avec différents niveaux de... pas forcément des gènes qui soient spécifiques des segments, c'est ça qui a changé. Des gènes qui sont exprimés dans d'autres territoires, mais qui à ce moment-là vont faire des fonctions qui sont spécifiques. Je vais avoir une question. Aujourd'hui, vous êtes dans un laboratoire marin. Quel est le rapport? Quel est, pas le rapport, mais enfin, quelles sont les idées et
concept que vous avez utilisé sur le phytoplancton qui ne fait pas de petites graines. En fait, ce qui m'intéressait, donc moi je suis dans la biologie du développement avec les spray graines, mais c'est comprendre en fin de compte la fonction des gènes. Et j'ai fait pendant 20 ans de la plante modèle dans un laboratoire où on est dans les meilleures conditions pour comprendre la fonction des gènes. Ça, c'est ce que tout le monde a fait au début. Et maintenant, vous voyez, dans Arabidopsis, on est passé à la diversité génétique naturelle. Donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de travailler ici, à l'Observatoire de Banyuls, sur un modèle, donc Ostreococcus et Bathycoccus, des picoalgues, pour lequel on peut être en laboratoire et on peut faire aussi l'analyse des gènes en laboratoire, mais on a aussi accès à la diversité naturelle, parce qu'il suffit d'aller à Sola et prendre de l'eau, et on a de la diversité naturelle. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'avoir toutes les bases de génétique et d'identification des gènes pour faire le travail en laboratoire et regarder maintenant la diversité de la population dans l'eau de mer qui est à côté de la bouée de Sola. Et une algue, ça a un chloroplaste, ça fait partie des plantes, donc je ne suis pas totalement perdue. Bien sûr. D'autres questions? Merci.